Pape Demba Thiam, économiste, concepteur, architecte des transformations stratégiques. Pape Demba Thiam, on va aller vers les investisseurs. Comment faire aujourd'hui au Sénégal pour attirer durablement les investisseurs directs étrangers? Parce qu'on a vu qu'il y a une chute par rapport à ces investisseurs les années passées et par rapport à ces 2 ans, il y a eu une chute drastique de leur investissement au Sénégal. Bon, je ne vais pas revenir sur des questions sur lesquelles je suis déjà revenu abondamment et qui avaient fait que j'ai plié bagage quand j'ai compris que l'économie allait couler. Parce que l'argent n'aime pas le bruit, l'argent n'aime pas la médisance, et l'argent n'aime pas les déclarations qui sont intempestives. Quand vous commencez à dire, dans ma maison, j'ai 7 filles, mais leur mère traînait dans la rue, les enfants traînent dans la rue, qui c'est qui va venir pour prendre femme là-bas? Personne. Donc c'est ça la question. Maintenant, je m'étais assez penché sur ces questions, je ne vais pas y revenir. Moi, je considère que ce qui s'est passé ces dernières années, c'est une claque que nous avons reçue en pleine figure et qui doit nous permettre, au-delà des slogans, de dire qu'on va se réunir pour reconstruire notre économie. Comment? Alors, pour cela, il faut que le minimum d'argent dont l'État dispose, ou peut même emprunter auprès de certaines institutions comme fonds de préparation de stratégies et des programmes, soit utilisé pour cartographier les potentiels que nous avons de transformer nos lignes de production en chaîne de valeur, et Dieu sait qu'il y en a une multitude. Lier cela à la territorialisation des politiques, avoir une équipe choc qui soit capable de déterminer les besoins en matière de politique publique, comment on peut développer, quel type de projet on peut avoir, comment on peut les syndiquer en grappes pour les dérisquer. Je ne crois pas aux garanties souveraines. Parce que moi, quelqu'un qui veut venir, d'ailleurs en Suisse, vous venez pour investir, vous dites vous voulez faire un hôpital, vous allez demander au gouvernement de vous garantir l'argent, de vous rembourser si vous n'avez pas été assez expert et capable pour assurer. Pour moi, c'est la genèse même du projet qui doit être sa garantie de dérisquage. Donc, je préfère parler toujours de dérisquer l'approche de la microéconomie productive. Et la meilleure manière de les dérisquer, c'est de mutualiser le risque par diversification et de les assembler de manière à ce que le client et le fournisseur se voient tout le temps. C'est-à-dire que vous avez une crielle de clients, de fournisseurs dont les sorts sont interdépendants. C'est là-bas qu'intervient le crowdsourcing. Voilà, c'est comme ça que vous pouvez faire le crowdsourcing. C'est-à-dire vous permet à une foule de gens de venir chaque fois investir dans un morceau d'activité économique qui représente une intégrité d'activité économique, la grappe se soutenant mutuellement. Nous l'avons fait au Ghana. Entre 2005 et 2010, nous avons généré 3214 projets qui sont solidaires pour créer 305 000 emplois pour les étrangers, pour les Ghanéens, et 11 000 employés pour les étrangers. Et depuis quand on le faisait à ce moment, on était encore dans une approche expérimentale de notre chose, mais depuis lors, moi-même qui étais l'architecte de cette transformation, c'est passé combien de temps? Depuis 2010 et maintenant 16 ans. Mais en 16 ans, j'ai appris aussi. Quelle est la différence de cette approche avec le PPP classique, le public-privé classique? C'est quoi la différence? C'est encore, si vous voulez, donc l'approche PPP qui est née des institutions de Bretton Woods était une vue assez verticale des choses en pensant que on va privatiser, par exemple, privatiser pour eux, c'est donner une structure publique à un privé. Mais moi, là, j'ai été choqué la première fois quand je suis venu de l'OCDE, où j'étais administrateur principal et lead économiste pour la compétitivité. Je lis le premier projet. Quand je lis le projet, moi, quand on me donne un projet, je prends d'abord la matrice des risques. Je prends la matrice des risques et je vois que le plus gros risque pour le projet, c'est le fait que le secteur privé ne réponde pas. Ah oui. Mais attends, mais comment on peut dire que c'est un projet de développement du secteur privé et que le risque, c'est que le secteur privé ne réponde pas? C'est un problème, ça. Ça veut dire qu'il y a une contradiction intrinsèque dans l'approche même. Alors, donc, la privatisation ou le développement du secteur privé, ce n'est pas de prendre une entité publique en disant que c'est mal géré, parce que le contexte, c'était le contexte dans lequel les entreprises parapubliques étaient surendettées, mal gérées, on y recrutait des militants politiques et tout, on appauvrissait les paysans. Par exemple, avec l'ONCAD,
qui pressaient les paysans en leur payant très peu d'argent, mais en vendant eux-mêmes, et la marge qu'ils avaient ne leur permettrait même pas de fonctionner, au contraire, ils s'endettaient. Oui. Bon, c'est clair qu'à ce moment, le problème n'est pas une histoire de privatisation, c'est l'efficacité de la gestion publique. Donc de l'argent public. L'argent public. Oui. Et puis cette efficacité ne doit pas tuer la poule aux œufs d'or. Quand on a eu la Seras, c'était la même chose. Ils ont eu le monopole d'acheter le bétail, mais ils ont fait fuir les éleveurs parce qu'ils ont rendu, en les pressant, en suçant le sang, c'est-à-dire leurs revenus, ils sont devenus pauvres, ils ont abandonné. Moi, quand j'étais petit, il y avait Ucolé qui fonctionnait, qui faisait du lait. Mais nous sommes tous d'origine de cette région des Alpulaar. Nous avons une capacité qui a été tuée parce que Ucolé a dû fermer parce que n'arrivait plus à avoir des approvisionnements compétitifs, surtout que la production était partie. Donc, privatiser ou développer le secteur privé, c'est créer plus d'opportunités d'investissement pour le secteur privé. Oui. Et le secteur privé, si vous voulez multiplier sa capacité d'action, l'État doit faire des politiques qui créent des opportunités et il les aide à transformer ces opportunités. Donc, ça ne peut pas être la vision linéaire d'un comptable qui dit « Ah, la SONES là ne fonctionne pas bien, bang, privatisé ». On a vu la question Hydro-Québec ici. Donc, il faut qu'on arrête avec cette gestion bureaucratique qui est top-down, où il y a des fonctionnaires qui sont assis en cravate. Moi, j'adore les cravates, comme vous savez. Mais ça ne m'empêche pas d'aller sur le terrain et de mouiller mes Mais il faut une stratégie ascendante. Aller vers les populations, discuter avec les populations, voir leurs possibilités et comment ils voient les choses, adapter les politiques en fonction de leurs besoins. Voilà. Et c'est ce qui me pose un problème quand j'entends des gens parler de territorialisation des politiques. Parce que ce qu'il faut, ce n'est pas la déconcentration du pouvoir. Ce n'est pas parce que vous avez réorganisé la matière administrative en termes de territoire, de gouverneur, de ceci, que ça marche. Non. Ce qu'il faut, c'est décentraliser l'initiative, la programmation et l'action. Par exemple, nous avons parlé tout à l'heure, pendant qu'on prenait le café, de la manière dont on peut générer des opportunités. Oui. Mais c'est quand vous générez les opportunités que vous allez regarder qui va les administrer. Mais vous ne pouvez pas créer d'abord des postes administratifs avant de faire le travail de terrain. C'est comme si vous demandiez à un chirurgien de devenir un agriculteur. Ce n'est pas sérieux. Mais je n'en fais pas un jugement moral. C'est un jugement de scientifique. Technique. Si vous voulez confier des responsabilités à quelqu'un, vous devez les définir. Et c'est ce qui s'est passé ces 2 dernières années, c'est qu'on a pris des gens qui géraient des administrations, des directeurs généraux qui n'ont jamais eu de secrétaire. C'est un problème, ça. Ce que ça veut dire qu'on ne sait pas comment l'État marche. On ne sait pas comment une entreprise marche. Mais ça, si vous le faites, vous fabriquez la pauvreté. Et c'est beaucoup, pourquoi je dis fabriquer la pauvreté, parce que vous faites une aliénation des compétences, vous aliénez l'expertise, vous placez vos gens, et puis voilà, ils viennent. Et ça coûte plus cher à l'État. Ah ben c'est clair. Par exemple, aujourd'hui, pourquoi vous allez voir quelqu'un qui va venir emprunter de l'argent à l'étranger pour venir l'investir dans un pays où c'est un ancien gardien d'immeuble qui va devenir directeur général d'une société dont il ne connaît rien. Au parler d'emprunt, ça nous permet de parler de la dette au Sénégal qui est colossale, après ce qu'on a expliqué aux Sénégalais par rapport à dette cachée et non cachée, et surtout l'autonomie financière. Quel rapport votre approche a-t-elle avec le problème de la dette? Vous savez, moi je vis dans un pays où tout le monde est endetté. Parce qu'en Suisse, par exemple, jusqu'à la dernière réforme qu'on vient de faire... Mais il faut de bonnes dettes. De bonnes dettes. Vous prenez un pays comme la Suisse, personne n'avait intérêt à rembourser sa dette hypothécaire. Jusque maintenant, la dernière votation que nous avons eue, où on dit maintenant que la valeur locative n'était plus taxée. Je vais vous expliquer. Si quand moi je fais ma déclaration d'impôt, où je paye l'impôt sur la fortune, non seulement je dois déclarer tout ce que j'ai, parce que c'est ça qui va permettre la base de la taxation, mais la maison même où j'habite, l'État a considéré que
j'ai de la valeur locative parce que si je la louais, voilà ce que je paierai. Donc l'État considère que c'est un revenu que j'ai, l'agrège à mes revenus et à la fortune pour me taxer. Oui. Mais avec ça, plus personne n'avait envie d'amortir sa maison. Oui. Donc puisque tu dois payer sur la valeur locative qui est un revenu, vous devez créer des charges équivalentes, c'est-à-dire une dette pour l'équilibrer. Oui. Mais de ce point de vue-là, l'ensemble de la Suisse appartient aux banques. Oui. Mais est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que le pays le plus riche du monde, où il y a le plus de dettes par tête d'habitant, parce que chaque personne qui habite une maison, cette maison est hypothéquée, que c'est une mauvaise dette? Oui. Non. Ce qui est mauvais, c'est la dette qui ne produit pas de la richesse. Quand on dit on ne prête qu'aux riches, ça veut dire que le riche, il peut multiplier ses activités. Vous allez aux États-Unis, par exemple. Quand vous achetez une maison, mettons, vous achetez une maison par hypothèque, peut-être la maison vaut 1 million. Oui. Et puis que vous avez mis 20%. Parfois, vous mettez même rien. Quand, avec la crise de 2008, les choses ont changé. Lorsque la maison que vous avez achetée à 1 million, la valeur du marché l'amène à 1,5 million, oui. La banque peut vous prêter 500 000, qui est la valeur ajoutée, et vous l'investissez où vous voulez. Oui. Mais de ce point de vue, les gens les plus riches, c'est les gens les plus endettés. Encore une fois, c'est l'utilisation de la dette. Oui. Donc, en ce qui concerne notre dette... C'est une dette qui permet de créer de la richesse. Absolument. D'enrichir celui qui a emprunté. Écoutez, moi, je peux faire, pour notre pays, l'ingénierie de la transformation systémique de la dette. Oui. Comment? De manière stratégique. Comment? Le stock de la dette que nous avons, nous devons la payer. Mais je ne veux pas emprunter de l'argent pour payer cette dette-là. Je veux trouver un moratoire qui me permette de restructurer les activités économiques, ce qui me permet de facto de restructurer les flux économiques qui ont été empruntés et comment faire en sorte d'avoir un plan d'opération sur lequel je me mets d'accord avec tous les bailleurs de fonds pour dire voilà ce que nous devons, voilà où nous avons, mais s'il vous plaît, vous ne pouvez pas traire une vache que vous n'avez pas nourrie pour faire du lait. Oui. Donc c'est dans cette dynamique-là qu'il faut aller. Donc arrêtez d'emprunter de l'argent pour payer des dettes, surtout que si vous les payez toujours plus cher avec des instruments qui sont risqués que vous ne contrôlez pas, ça c'est aller à l'aventure. Mais est-ce que justement cette approche c'est de se passer des financements extérieurs? Non, pas du tout. Mon objectif, moi, c'est d'attirer les financements extérieurs et d'accroître les financements intérieurs. Quand les gens parlent d'endogène, ils ne savent même pas ce que ça veut dire. Endogène, c'est quelque chose qui a été généré par des dynamiques internes. Dire financement endogène, ça ne veut pas dire venir chez vous et vous faire taper ou demander à une pauvre vieille femme qui vend du guerre-tetiaf, tu vois, d'arachide. Ça, ce n'est pas du financement, ça, c'est du pillage endogène. Ça, c'est de la prédation endogène. Endogène parce que c'est généré par un propos qui est interne. Oui. Donc, je préfère qu'on utilise des stratégies qui sont générées par les capacités à transformer nos ressources, utiliser les premiers métiers et savoirs de la transformation de la ressource sénégalaise, mobiliser les compétences autour d'un plan d'opération clair et lisible pour tout le monde. Et à ce moment-là, au lieu de parler de penser restructurer dette et tout, et puis quand les gens parlent de restructuration, ce qui est bien dans ce débat, c'est que tous les Sénégalais maintenant sont devenus des juristes et des économistes à leur manière. Mais justement, est-ce que les Sénégalais ne vont pas dire Tamba Thiam, est-ce que tout ça, c'est pas de la théorie? Mais ils n'ont qu'à aller au Ghana. Ils vont voir que ma zone économique industrielle a produit plusieurs autres zones économiques, mais dans cette zone-là, il n'y a plus d'endroit où mettre des entreprises. Ceux qui me disent dans quoi c'est la théorie, il faut qu'ils me démontrent la rupture de cohérence entre l'énoncé conceptuel et sa mise en œuvre opérationnelle. Si quelqu'un me parle comme ça, je ne lui réponds même pas parce que je me dis que c'est quelqu'un qui ne comprend pas comment une idée fonctionne. Quand on a décidé d'aller sur la Lune, c'était un concept. Oui. Mais c'est un concept qui est basé sur la géophysique. Et à partir de là, on est capable ici de lancer une fusée et de piloter cette fusée-là. Aujourd'hui, pourquoi nous parlons aujourd'hui? Nous parlons, nos paroles sont transformées en ondes. Oui. Ces ondes sont émises et tout émetteur est un récepteur. Il faut inverser simplement les connexions pour que l'image qui est projetée ici vienne sur vos télévisions. Oui. Ben, c'était de la théorie, mais c'est de la théorie quantitative
qui est devenu opérationnalisable. Donc quelqu'un qui parle comme ça, je pense que c'est un illettré. Sur le plan de la domaine, je lui réponds même pas. Oui. Est-ce que donc l'État ne risque pas de choisir entre les gagnants et les perdants? Mais non, justement, puisque quand vous faites des grappes de projets, vous faites des grappes de projets solidaires qui se dérisquent mutuellement. Donc tout le monde est gagnant pour justement éliminer et réduire le nombre de perdants.